Je commence par les remerciements que j'adresse envers les organisateurs, surtout que je ne suis pas historienne d'art, donc je me trouve un peu en braconnière dans votre domaine. Mais comme nous sommes chez la princesse de Clermont-Tonnerre, qui a connu bien Marcel Proust, donc je me réfère tout de suite à cet écrivain dont le narrateur, à la fin du temps retrouvé, a dit qu'il allait d'abord décrire les hommes. Décrire les hommes, cela dut-il les faire ressembler à des êtres monstrueux, comme occupant une place considérable à côté de celle si restreinte qui leur est réservée dans l'espace, une place au contraire prolongée sans mesure, puisqu'ils touchent simultanément comme des géants plongés dans les années à des époques si distantes, entre lesquelles tant de jours sont venus se placer, donc dans le temps. Et Félix Jaschinski, vous avez... ça a disparu. Non. Bien, donc je reviens. Félix Jaschinski, vous avez les dates de sa vie sur l'écran, qui est connu sous le nom de manga, officiellement difficilement accepté de son vivant, grandit avec le temps, un esprit curieux, et il en est un exemple parfait. Et pour mémoire, je rappelle un peu sa silhouette, d'origine noble, dotée d'une fortune personnelle qui lui a permis d'apprécier la beauté, la chercher partout et devenir collectionneur. Il fut un personnage haut en couleur, tant par son esprit curieux et son tempérament de polémiste et de guerrier, que par son physique. Et je cite un propos noté après sa mort en 1929. Grand, svelte, toujours agité, une barbe noire, des lunettes noires, un tempérament et une manière de parler extraordinaire. On ne voit pas sa silhouette, mais quand même on voit la chevelure noire un peu clairsemée vers la fin de sa vie. Un solitaire dévoué à l'art et un critique acharné. Après avoir fréquenté un lycée de Varsovie, sa famille a vécu à Varsovie. Il a vécu avec ses frères et sœurs et ses parents à Varsovie et dans un château en province. Donc, après avoir fréquenté un lycée de Varsovie jusqu'à la terminale, mais sans avoir passé des examens de baccalauréat pour des raisons de santé, il était menacé d'un décollement de la rétine. Il a continué sa formation à Tartu, en Estonie, à Berlin et à Paris. Il étudiait en auditeur libre, fréquentait surtout les cours de droit, d'économie politique, de philosophie, d'histoire et d'histoire de l'art. À Paris aussi des cours de littérature et d'histoire de la littérature et de critique littéraire. Des années d'apprentissage, à partir de 1881 jusqu'en 1900, consacrées surtout à la lecture, à la réflexion et à la visite des musées, galeries d'art,
salle de vente, cabinet d'antiquaire, atelier d'artistes, salle de concert, cabaret et théâtre. Salle de concert parce qu'il est un musicien, il fait du piano, il a aussi des ambitions de composer, il a écrit quelques pièces pour piano, mais il avait aussi un don pour l'écriture, mais il a abandonné l'écriture littéraire, mais comme critique, il a écrit pas mal de pages. Par exemple, à Paris, il fréquentait le théâtre Antoine, le théâtre libre, appréciait le travail de ce premier metteur en scène français, et en même temps se moquait de la pièce qui faisait des records de popularité, qui battait le record à l'époque, Cyrano de Bergerac, d'Edmond Rostand, et comme il se moquait de la manière de jouer de Sarah Bernard ou de Mounet Sully. À Berlin, par exemple, il a passé tout un hiver en 84-85 à écouter du Wagner, son compositeur préféré. D'ailleurs, il était beaucoup plus porté sur la musique allemande, Bach, Beethoven et Wagner, que sur la musique italienne, qu'il considérait comme légère. Napolitaine, c'était pour lui vraiment un mot désobligeant, napolitain. Et comme il critiquait l'opéra français, l'opéra français d'origine italienne, c'est-à-dire les Bellini, Donizetti, Rossini, et plus tard Massenet, Gounod, Saint-Saëns, il le trouvait toujours très superficiel et léger. À Berlin, il a suivi peut-être les cours d'Ernst Curtius, celui qui a commencé les fouilles archéologiques à Olympia. D'ailleurs, à ce moment-là, il faut mentionner son intérêt profond pour la Grèce et à un moment donné, il a dit j'aimerais vivre à Athènes et puis il préfère à Athènes Paris. D'ailleurs, il avait des attaches parisiennes parce qu'il il avait comme grand-tante et marraine Alexandrine Fauchet, née Wołoska, donc veuve du ministre de Napoléon III, une personne bien ancrée à Paris, qui lui a facilité beaucoup de contacts, mais à un moment donné, il a même quitté sa grand-tante pour louer une chambre et avoir un peu de liberté. Il voulait d'autres connaissances, d'autres relations. D'ailleurs, Alexandrine Wołoska, lorsqu'elle était jeune fille, a pris des leçons chez Chopin parce qu'il y a dans la collection Czartoryski un manuscrit de Chopin qui lui est dédié. Cela nous montre le monde dans lequel il a vécu, aussi bien en France qu'en Pologne. Il était dans les milieux intellectuels et artistiques. Pendant ces années d'apprentissage, il a quand même eu le temps de se marier avec une cousine, Teresa Łabęcka, et en 88, le couple, c'était en 87, le couple s'est installé à Varsovie, et cette année-là, leur fils Henryk est né. Mais son mariage n'a pas duré longtemps. En 1996, il y a eu le divorce, et d'ailleurs sa femme est décédée en 1900, et son fils a été élevé par la famille de sa femme. Il s'est remarié 2 ans avant sa mort
mais c'était vraiment un solitaire. Toutes ces vicissitudes familiales ne l'ont pas empêché de voyager, et dans les années 90, il a fait des voyages, comme il a dit, de Varsovie à Londres par Jérusalem. Donc, il a voyagé à travers l'Europe, il a voyagé au Proche-Orient, il est allé au Caire, finalement, il a visité tous les lieux que l'on visitait à l'époque. D'ailleurs, il était très porté sur la poésie romantique allemande, donc il connaissait les récits de voyage français, donc je pense qu'il a suivi un peu, bien qu'il n'ait pas apprécié Chateaubriand, qu'il a suivi un peu les itinéraires romantiques. Donc, ces voyages l'ont mené de Varsovie à Berlin, Paris, Londres, Amsterdam, Bruxelles, ou à Jérusalem, Le Caire, Beyrouth, Damas, etc., etc. Et tout le temps, il se documentait, élargissait ses connaissances. Dans les archives, il y a ces cartes de bibliothèque de British Museum et de la Bibliothèque nationale à Paris. Il apprenait à regarder et à juger, et il a découvert l'art japonais. Je dois dire que je n'ai pas poussé trop loin mes recherches, donc je ne sais pas à quel moment exactement, mais par contre, nous savons par quel intermédiaire. Donc, ce fut pour lui une illumination et lui donna l'idée de sa future mission, montrer la beauté qui se manifeste dans les plus petites occupations et les plus petits objets, et il voulait donner les Japonais en exemple. Il note une phrase d'hommage au frère Goncourt. C'est après s'être attaché à l'art japonais qu'on aime et qu'on respecte les Goncourt. De grands artistes, d'avoir pour l'Occident découvert l'art japonais, de l'avoir compris et apprécié, d'en avoir parlé avec un tel amour, un talent si exquis, si raffiné, que la volupté de lire ce qu'ils ont écrit à propos des œuvres des artistes japonais égale et dépasse même parfois celle qu'on ressent en contemplant ces œuvres. Et l'emprise de l'art japonais est telle qu'il s'y réfère constamment. Et par exemple, lorsqu'il décrit les jardins qu'il visite, c'est un grand amateur des jardins, et partout où il va, il visite les jardins publics, les jardins privés, s'il a l'occasion d'y entrer. Admirables les jardins de Kew par ses belles soirées automnales, une grande paix et une douce mélancolie, toujours infinie dans les détails, la nature, mais au fond, elle aussi, comme la vie, une éternelle recommenceuse. En d'autres temps, sous d'autres ciels, cette poésie des fins de jour que je l'écoutais et je la retrouve ici. La Tamise, couleur d'acier, semble sommeiller, tachée çà et là de plaques d'or orangé qui tremblent sous un soleil pâle, bu à demi par un brouillard ténu qui enveloppe toute chose. Les rideaux et bouquets d'arbres semblent des taches vagues, lavées à l'encre de Chine, comme on en voit dans les paysages japonais. Le parfum humide des feuilles tombées flotte dans l'air calme, et sur le ciel, contre le disque qui devient de plus en plus rouge, passent des vols de corneilles, en accent circonflexe renversé, tel
les vols d'oiseaux des Hokusai et des Hiroshige. C'est un texte écrit par Yashinsky, donc vous pouvez apprécier la qualité de son français qu'il a appris dans l'enfance et qu'il a bien sûr continué de perfectionner lors de ses séjours parisiens et de ses lectures. En 1900, il revient à Paris et il apporte sa collection d'estampes et de l'art japonais. Et c'est un homme très actif, très énergique, donc tout de suite il pense à organiser des expositions de sa collection qui n'est pas grande à l'époque, mais qui va s'enrichir par la suite. Et c'est tout de suite un échec. Un échec parce que le public polonais n'est pas préparé à l'art japonais. Et ce sera la source des conflits avec le public qu'il veut former, à qui il veut apprendre comment percevoir, comment apprécier, comment aimer cette beauté qui lui semble, à ce public, qui lui semble bizarre. En 1901, il publie un livre que j'ai ici. Je l'ai acheté il y a 35 ans parce qu'on pouvait encore l'acheter à Varsovie, qui porte comme titre Manga. Le livre a été publié en même temps à Varsovie et à Paris sous le pseudonyme de Félix. Et comme sous-titre, nous avons Promenade à travers le monde, l'art et les idées. Et c'est le principal ouvrage critique de Yashinsky, 1000 pages. Il allait continuer manga dans une série de textes en polonais dans les années 1910, 11 et plus tard, mais il ne les a pas réunis en volume. Donc on peut considérer que ce livre de 1000 pages, c'est vraiment son ouvrage critique fondamental. Il a choisi comme titre Manga par hommage à Hokusai, et très vite ce titre est devenu son pseudonyme. D'ailleurs, il utilisait plusieurs pseudonymes comme s'il voulait se cacher un peu derrière un masque. Dans ce texte, qui est, on peut dire, extraordinaire, difficile à lire, parce qu'il faut le dire, Yashinsky est prolixe, c'est peut-être parce que il collectionne, on ne le comprend pas, il essaye d'imposer son point de vue, on le comprend d'autant moins. Par exemple, il est collaborateur d'une revue artistique et littéraire qui porte le nom polonais Chimère, la chimère, de Miriam Przesmycki. C'est un grand traducteur, critique et traducteur de Maeterlinck et de Rimbaud, de poètes symbolistes, qui a fait à Cracovie dans les années 90, qui a fait des conférences, par exemple, consacrées au bateau-livre. Mais que fait Yashinsky? Mais Yashinsky n'apprécie pas la poésie symboliste et il fait des pastiches. Je vous citerai peut-être un petit exemple.
exemple, il se moque surtout de Maeterlinck. Or, Przesmycki a traduit la plupart des serres chaudes. Et Jasiński, n'oublions pas qu'à l'époque, c'est-à-dire dans les années 90, 1900, les pastiches étaient très à la mode. Il y avait un livre de Reboux et Muller à la manière de, n'est-ce pas? Et ils ont écrit des pastiches de tous les écrivains français du Moyen-Âge jusqu'en 1900. Donc, il prend part à ce jeu. Donc, nous avons la célèbre strophe, par exemple, « Au cerf au milieu des forêts, et vos portes à jamais closes, et tout ce qu'il y a sous votre coupole, et sous mon âme en vos analogies. » Et il écrit « Aux casseroles au milieu des marécages, et ton manche à jamais triste, et tout ce qu'il y eut sous ton couvercle, et dans mon cœur en tes souvenirs. » Donc, il se moque visiblement. Par exemple, lorsque Maeterlinck parle des pans blancs de la mélancolie, pour lui, c'est imbuvable. Donc, je me demande comment il a pu écrire des articles pour Chiméa et en même temps rejeter complètement ce que admirait son ami Przesmycki, qui d'ailleurs a beaucoup apprécié Mang. Donc, c'est un homme qui a eu une vie très intense, une vie intérieure très intense, et qui, à l'extérieur, se défendait par l'ironie, par les attaques virulentes, parce qu'il y avait derrière ce besoin didactique d'enseigner la beauté. Donc, cet ouvrage, c'est le fruit de longues années d'apprentissage, réflexion, observation, notice, essai, esquisse, dialogue, lettres, pas de repère chronologique, mais d'après les noms, lorsqu'il parle de Dreyfus, nous savons que ce sont les années 90 vers 1900, et lorsqu'il parle du procès de Zola, nous pouvons retrouver la date, mais ça coule, et cela lui permet d'exprimer tout ce qu'il a pensé et repensé. Il semble tout connaître, s'intéresser à tout, la vie politique, économique et sociale, la musique, les arts plastiques, la philosophie, la psychologie, la littérature contemporaine et classique. Bien sûr, nous connaissons un peu ses goûts. Il admire les écrivains russes. Le plus grand pour lui, c'est Tolstoï, mais il admire beaucoup Gogol, Tourgueniev et Dostoïevski. Il admire Heine et Goethe. En France, les frères Goncourt, Huysmans. Je me demande quel rôle a joué à rebours dans son désir de collectionner, n'est-ce pas? Parce que le rapprochement entre des et saintes s'impose. Il admire Maupassant et Renan. Il critique Brunetière, Taine, Lemaître, je vais y revenir. Pour la peinture, il avoue ses sympathies pour les pré-raphaélites et Terner, mais lorsqu'il passe quelques journées avec les tableaux de Terner, il commence à y voir quelques défauts. En tout cas, il admire l'école anglaise de peinture. Et bien sûr, il suit les actualités
dans le monde occidental. Il aime les expositions. Et à l'exposition universelle de 1889, il critique la Tour Eiffel. Après 17 siècles de progrès et de soi-disant merveilleuses découvertes scientifiques en disposant de la force de la vapeur, nous sommes arrivés à bâtir la Tour Eiffel. Joujou ridicule elle est, composée de petits morceaux de fer. Mais là, c'est ridicule, mais lorsqu'il, en voyageant surtout au Proche-Orient, il fait des remarques sur le comportement des Occidentaux dans les pays du Proche-Orient ou en Égypte, et de ce besoin de porter le flambeau de civilisation dans ces civilisations qui sont développées d'une autre manière. Ces remarques sont pertinentes et dans le goût d'aujourd'hui, c'est-à-dire il rejette le colonialisme par principe. J'ouvre maintenant une parenthèse pour dire que toute la période entre 1901 et l'échec de son exposition japonaise et de son conflit avec la Société des Amis des Beaux-Arts, Zachenta, à qui il voulait donner sa collection, lui a fait quitter Varsovie et déménager à Cracovie. Donc il s'installe à Cracovie au début de 1902 et c'est là qu'il va continuer d'agrandir ses collections. Il habite un appartement au coin de la place du marché de la rue Saint-Jean, 3 pièces, et je vous montrerai tout à l'heure les intérieurs. C'est à Cracovie qu'il organise des expositions, qu'il continue à collectionner. Et ces collections, ce n'est pas seulement l'art japonais, c'est aussi la peinture polonaise contemporaine. Il a beaucoup aimé les impressionnistes français. Donc, lorsqu'il voit les mêmes aspects chez les peintres polonais, cela l'intéresse. Et il a l'habitude d'aller dans les ateliers, d'acheter, d'ailleurs déjà à Varsovie, il a acheté les tableaux d'un peintre qui est mort en 1995, Podkolinski. Donc, il a joué un rôle considérable, mais tout cela a été décrit, donc je le rappelle seulement, en collectionnant cet art de son époque. En France, il s'est intéressé à la gravure occidentale, à la gravure française. Il a acheté plusieurs gravures d'Odilon Redon, par exemple, d'Henri Rivière. Et il a continué à s'intéresser à la gravure polonaise. Il a publié des albums. Vraiment, son action a une envergure absolument extraordinaire. Et lorsque, en 1920, il donne enfin, mais les pourparlers ont commencé en 1903 avec le Musée national de Cracovie. Lorsqu'il transmet ses collections, elle compte plus de 15 000 objets et se compose de plusieurs sections. J'ouvre une parenthèse pour ce qui se passe maintenant, comme l'année prochaine,
il y aura le centenaire de cette donation, le Musée national de Cracovie a décidé de faire une série de publications qui remettent en valeur l'œuvre de Jasiński. Et déjà en 2014, Agnieszka Kluczewska-Wójcik, qui est maintenant, elle a fait une thèse ici à la Sorbonne sur les collections de Jasiński. Elle a déjà publié le premier volume intitulé Felix Manga Jasiński, jego kolekcja w Muzeum Narodowym w Krakowie. Donc Felix Manga Jasiński et sa collection au Musée national de Cracovie. Et là, il y a plutôt sa vie et le contenu de ses collections. Mais en principe, il doit y avoir d'autres volumes. Et ces volumes doivent contenir la peinture polonaise, le dessin et la sculpture, un volume, la gravure polonaise, deuxième volume, la gravure étrangère, troisième, l'art d'Extrême-Orient, quatrième, les arts décoratifs, cinquième, Varia, sixième, la bibliothèque et les livres précieux, septième, les archives de Félix Jasiński, huitième volume. Vous avez le spectre de ces collections. Les archives sont énormes. Ce qui m'a poussé à présenter Jasiński, c'est le problème de sa bibliothèque. Parce qu'au moment où il a légué au Musée national de Cracovie ses collections, la bibliothèque comptait 4000 volumes. Il y avait des livres précieux, il y avait des partitions musicales qui restent, mais il paraît que presque 1000 livres ont disparu. Et bien sûr, la bibliothèque a été incorporée dans la bibliothèque du Musée national. Depuis une quinzaine d'années, il existe un catalogue informatisé. Mais lorsque je l'ai reçu, il est plein de fautes. Donc, parfois, il est difficile de retrouver le nom de l'auteur. Enfin, il faut y consacrer beaucoup de temps pour le remettre en bon état. Et puis, aujourd'hui, ce catalogue compte 1710 numéros. J'ai essayé de le dépouiller un peu pour voir, parce que c'est cette bibliothèque qui nous montre l'esprit curieux qui a produit Manga et qui a collectionné toutes ses œuvres, ces 15 000 objets. 15 000 objets. Et ce catalogue est extrêmement riche, et s'il pouvait y avoir un fonds avec des livres réunis dans un coin où l'on pourrait arriver et prendre des volumes en main, voir s'il n'y a pas de notes. Parce que tout à fait par hasard, il y a quelques années, j'ai demandé quelques ouvrages à la bibliothèque du Musée national. On me considérait comme quelqu'un de bizarre. Et imaginez-vous que j'ai trouvé dans le catalogue de vente d'Edmond de Goncourt dans le catalogue Art de l'Extrême-Orient, donc c'est bien choisi, objets d'art japonais et chinois, peintures estampes, composant la collection de Goncourt, préfacée par Samuel Bing
l'Avent du 8 au 13 mars 1897, donc une année après la mort d'Edmond de Goncourt. Entre la première et la seconde page de titre, il y a une page sur laquelle se trouve reproduit le testament de l'écrivain collectionneur. Ma volonté, dit Goncourt, est que mes dessins, mes estampes, mes bibelots, mes livres enfin, les choses d'art qui ont fait le bonheur de ma vie, n'aient pas la froide tombe d'un musée et le regard bête du passant indifférent, et je demande qu'elles soient toutes éparpillées sous les coups de marteau du commissaire-priseur et que la jouissance que m'a procurée l'acquisition de chacune d'elles soit redonnée pour chacune d'elles à un héritier de mes goûts, Edmond de Goncourt. Et à la page de gauche, parce que c'était la page de droite, à la page de gauche, je pourrais faire circuler parce que à l'époque faire des photos au musée était assez difficile. Félix Jachiński écrit le 16 décembre 1900. Donc, il avait ce livre à Varsovie, n'est-ce pas? Ce n'était pas Cracovie. Ma volonté est que ce modeste noyau d'une collection d'objets d'art japonais, cet art le plus original, le plus hardi, le plus raffiné qui fut jamais, devienne la propriété de mon pays et soit transformé en musée gratuit afin que les délicats à naître, entre parenthèses, y viennent éprouver les sensations les plus exquises que l'art puisse procurer et garde un souvenir reconnaissant au premier japonisant polonais, Félix Jachiński. Les délicats à naître, bien sûr, c'est le contraire de ceux qu'il appelle, en suivant la tradition française, Monsieur Prudhomme. Parce que Monsieur Prudhomme est le plus grand ennemi de l'art, n'est-ce pas? Ce petit bourgeois, content de lui, sûr de lui, qui dit « c'est mon opinion, je la partage », création d'Henri Monnier vers le milieu du XIXe siècle, qui représente tout ce qu'il y a de plus hostile à ces phénomènes artistiques qui nous surprennent et qui nous enchantent. Et bien sûr, chaque pays a son monsieur Prudhomme. En Pologne, ce n'est pas un monsieur, c'est une dame. Elle s'appelle Dulska, et c'est une créature formée par Gabriela Zapolska, écrivain, auteur dramatique, qui a fait un stage de comédienne chez Antoine au Théâtre Libre. Donc, toute sa lutte qu'il a menée contre M. Prudhomme et contre Mme Dulska arrive à sa fin maintenant, n'est-ce pas? Parce que, comme j'ai dit, il grandit avec le temps et au bout de 90 ans après sa mort, il est reconnu et son œuvre